Au cœur du Canada se trouve une province presque aussi vaste que la France, et pourtant sa population remplit à peine une seule grande ville. La Saskatchewan s'étend à perte de vue sur la carte, mais plus on la regarde de près, plus elle paraît déserte. De longues routes sillonnent le silence, des villages disparaissent sans prévenir, et la survie ressemble davantage à une épreuve d'endurance qu'à une vie quotidienne. La géographie, le climat et l'histoire ont tous laissé leur empreinte ici, façonnant une terre où beaucoup arrivent, mais où peu s'installent. Pourquoi un endroit si vaste abrite-t-il si peu d'habitants? La réponse se cache dans ces kilomètres. Commençons. Partie 1, une terre qui vous disperse. Première constatation concernant la Saskatchewan, elle paraît immense, mais se comporte comme une terre étroite. Sur la carte, elle semble infinie, plus de 650 000 km² de terres ouvertes, mais lorsqu'on regarde de plus près, l'espace se rétrécit en étroits corridors où la vie est à peine envisageable. La prairie s'étend au sud, la forêt boréale grimpe au centre et au nord, puis se dresse le bouclier précambrien avec ses roches et ses tourbières. Chaque zone a son prix, et la plupart de ces prix sont trop élevés pour s'y installer. Voilà pourquoi la province ne se peuple pas, le sol lui-même réduit sans cesse les limites de l'espace où une ville peut s'établir. Dans la bande sud, la platitude pourrait vous faire croire à la simplicité, mais l'horizon plat est trompeur. Le sol y était si fertile qu'il a fait de la Saskatchewan un grenier à blé, canola et lentilles, mais il était aussi fragile. Les sécheresses se succèdent au fil des décennies, les vents réduisent les champs en poussière et des lacs salés s'insinuent dans les terres agricoles comme les cicatrices d'une ancienne mer. Le lac Alewife et les lacs qui ne sont pas des cadeaux, mais des rappels que cette terre ne draine pas correctement. Les routes contournent les marécages, les ponceaux s'enfoncent dans la saumure et les petites municipalités découvrent que chaque kilomètre de gravier coûte plus cher que leur population ne peut en couvrir. Lorsque le sol est instable et l'eau imprévisible, seuls les plus robustes survivent. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi tant de régions du Canada restent inhabitées ou en apprendre davantage sur la géographie du Canada, abonnez-vous. Plus au nord, l'illusion de stabilité disparaît complètement. La tourbière recouvre le sol forestier, molle en été et gonflante au printemps, et un pergélisol discontinu se cache en dessous. Une piste d'atterrissage asphaltée en juin ondule en septembre, tandis que les chemins forestiers se plient en vagues lorsque le dégel transforme le gravier en éponge. Les ingénieurs peuvent construire ici, mais chaque pont, chaque ponceau, chaque kilomètre de route devient un fardeau permanent. Ce n'est pas le coût de la construction, mais celui de l'entretien, qui pèse lourd sur les finances. Les familles qui auraient pu rester finissent par se retrouver prises dans le cycle infernal des réparations, des taxes et des détours, et beaucoup décident que la terre est tout simplement trop exigeante. L'eau, qui devrait être essentielle à la vie, lui nuit souvent. La Saskatchewan a dû créer le lac Diefenbaker pour alimenter les réservoirs et les canaux d'irrigation, mais même avec ces investissements, l'irrigation ne couvre qu'une fraction des besoins du sol. Les récoltes dépendent du ciel, et lorsque la pluie fait défaut, les risques retombent sur les agriculteurs qui ne peuvent pas déplacer leurs champs. Ailleurs, la chaîne de lacs de la rivière Coapel s'assèche, se réchauffe et se remplit d'algues dès le milieu de l'été, ce qui entraîne des coûts de traitement plus élevés pour les petites villes et réduit les attraits pour les nouveaux arrivants. Dans une province aussi aride, l'eau, élément essentiel, est gérée de façon artificielle et non innée, et les gens ressentent cette précarité dans leurs factures, leurs jardins et leurs décisions de partir. Il y a ensuite la question du climat lui-même. Les hivers où les températures descendent jusqu'à moins 30 ou moins 40 degrés ne sont pas des événements ponctuels, ils font partie intégrante du rythme de la vie. Le refroidissement éolien peut brûler la peau exposée en quelques minutes. Les blizzards effacent les routes, isolant des communautés entières jusqu'à l'arrivée des déneigeuses. Lorsque le printemps arrive enfin, les routes sont inondées et la circulation est perturbée pendant des semaines, et lorsque les équipes peuvent reprendre le travail, la période de construction est déjà trop courte. Même les étés refusent d'être doux. Les averses de grêle ravagent les champs, les derets chauds détruisent les silos et les granges, et les tornades traversent la prairie. Pour les familles qui doivent jongler avec des prêts hypothécaires et des assurances, ces catastrophes ne sont pas de simples anecdotes, mais des postes de dépenses qui s'alourdissent chaque année. La platitude de la Saskatchewan se traduit aussi par une taxe cachée. Chaque hameau est éloigné des autres, si bien que les réseaux de services publics s'étendent sur des espaces vides. Une conduite d'eau ou un câble à fibre optique qui desservirait des milliers de personnes en Ontario n'en desservirait qu'une poignée ici. Pourtant, il faut l'entretenir, sabler en hiver, surveiller en été et refait à neuf lorsque le gel l'endommage. C'est pourquoi l'expression « maison bon marché, vie chère » prend tout son sens ici. Une petite ville peut offrir des propriétés abordables, mais les factures de chauffage, de transport et d'entretien incessant annulent rapidement cet avantage. Pour de nombreuses familles, le coût du maintien sur place dépasse les économies réalisées et le départ devient inévitable.
L'histoire montre ce qui arrive lorsque la géographie dicte le destin. Pendant des décennies, les villes de la Saskatchewan se sont développées autour de silos à grains en bois dont les flèches étaient les points de repère de la prairie. Mais lorsque les lignes de chemin de fer secondaires ont été démantelées à la fin du 20e siècle, ces silos se sont effondrés un à un, emportant avec eux les villes qui dépendaient des livraisons de céréales. La Transcanadienne, le Yellowhead et la Route 11 sont devenus les voies de communication vitales, transportant presque tout ce qui est transporté. De ces crêtes s'étendait le silence. Écoles abandonnées, rues principales désertes et commerces fermés, voilà l'héritage de communautés qui avaient jadis cru que la terre pouvait les accueillir. L'histoire de la Saskatchewan n'est pas celle d'un échec, mais celle d'une loi mathématique. Une vaste province où le climat, l'eau et l'immensité multiplient les coûts jusqu'à ce que les populations se regroupent dans les seules zones encore viables. Regina et Saskatoon perdurent non pas parce qu'elles ont échappé à la logique du territoire, mais parce qu'elles ont concentré suffisamment de services et de salaires pour y résister. Partout ailleurs, le schéma est le même. Le sol, l'eau et le climat réduisent la superficie habitable jusqu'à ce qu'il ne reste que d'étroits rubans de peuplement. C'est pourquoi, lorsque des étrangers demandent pourquoi si peu de gens vivent ici, la réponse ne réside ni dans la culture ni dans l'ambition, mais dans les chiffres implacables de la terre elle-même. Partie 2 aux populations, trajectoire et la fracture prairie-nord. L'histoire de ceux qui restent et de ceux qui partent en Saskatchewan commence par une simple carte de la population. La plupart des habitants s'installent le long de 3 axes principaux où se croisent encore les routes et les emplois, la Transcanadienne, la Yellowhead et le corridor Regina-Saskatoon. Au-delà, la densité de population diminue rapidement jusqu'à ce que les noms sur l'Atlas soient plus nombreux que les lumières des porches à la nuit tombée. 2 villes moyennes concentrent une grande partie de l'activité économique de la province, attirant étudiants, infirmières, soudeurs et nouveaux arrivants dans un réseau dense de cliniques, de campus et d'emplois. Ce phénomène n'est pas dû à une question de culture, mais plutôt à la dynamique des services, là où un enfant peut consulter un médecin sans avoir à se soucier des routes en hiver et un parent changer d'emploi sans déménager, un foyer sans racines. Là où ces services essentiels font défaut, le camion de déménagement devient un élément du paysage. Autrefois, les villages agricoles reliaient les kilomètres déserts grâce à leurs silos à grains, leurs patinoires et leurs écoles, mais la révolution agricole, bien que discrète, a bouleversé leur tissu social. Des machines plus imposantes ont conquis des espaces plus vastes avec moins de main-d'œuvre, si bien que la clientèle matinale du café s'est réduite à une seule table et que le magasin de pièces automobiles a survécu grâce à la mémoire collective plutôt qu'à la rentabilité. Les districts scolaires ont fusionné, les autobus sont devenus plus longs, et le petit hôpital a perdu sa maternité une année, puis son service des urgences l'année suivante, non par choix, mais parce que trouver du personnel pour une équipe de nuit pour une poignée de patients est un problème mathématique qui va à l'encontre des sentiments. Lorsque la ligne de chemin de fer secondaire a fermé, le dernier argument local en faveur du maintien dans la région a lui aussi perdu toute pertinence. Un enfant qui grandit en voyant ses parents faire 1 heure de route pour faire les courses comprend la réalité avant même d'ouvrir sa première valise. Les jeunes suivent les échelons hiérarchiques et les perspectives d'avancement sont limitées en dehors des grandes villes. Un jeune électricien peut trouver son premier emploi près de chez lui, mais la prochaine promotion se trouve dans un atelier à 2 heures de route et le poste de superviseur est à Calgary ou à Edmonton, non pas parce que l'Alberta est plus accueillante, mais parce que les regroupements d'employés alimentent les promotions et que ces regroupements sont peu nombreux ici. La même logique pousse les infirmières, les enseignants et les ingénieurs vers des endroits où les services existent au pluriel, où changer d'équipe ne nécessite pas de vendre la maison, où les réseaux professionnels sont accessibles à pied plutôt qu'en avion. Les familles s'accrochent aussi longtemps qu'elles le peuvent, jusqu'à ce qu'une demande soit acceptée, qu'un bail soit signé et qu'un adieu à la patinoire se transforme en un siège définitivement vide. L'immigration devrait être le grand contrepoids de la province, et c'est souvent le cas pour Saskatoon et Regina, mais les plus petits centres peinent à transformer l'arrivée en installation permanente. Les cours de langue ont lieu 2 fois par semaine au lieu de tous les jours. Les services de garde d'enfants sont sur liste d'attente, pas une option. Les logements locatifs sont plus anciens, plus froids et plus chers à chauffer que ne le laissent supposer les prix affichés, et les salaires chez un seul grand employeur offrent peu de perspectives d'avancement. Lorsque le premier hiver arrive et que les horaires de bus deviennent un casse-tête, l'espoir cède la place à la logistique. Un 12e déménagement au Canada offre plus d'une école, plus d'un horaire, plus d'un avenir. Les ménages font des choix rationnels dans un pays où la précarité est sévèrement punie. Plus au nord, les calculs se durcissent. Des communautés se nichent au bord des rochers et des cours d'eau, où les routes d'hiver rythment le calendrier. Un froid intense n'est pas qu'une question de météo, c'est une question d'infrastructure.
Un mois de janvier trop doux peut compromettre toute une saison de livraison. Une vague de froid trop tardive peut bloquer les denrées alimentaires sur la mauvaise piste d'atterrissage. Les vols d'évacuation sanitaire se transforment en services d'ambulance, faute de route, et les prix des produits alimentaires s'envolent car chaque colis est acheminé par avion. La vie continue avec force et habileté, mais le coût de chaque journée dépasse le salaire qu'un jeune peut espérer. Nombreux sont ceux qui partent vers le sud à la première occasion, promettant de revenir et ne revenant que pour les fêtes et les enterrements. Le poids de la distance se passe de discours, il se manifeste dans le prix du lait et les heures d'obscurité d'un vol en bimoteur. Derrière ces mouvements se cache un long registre de promesses et d'autorisations. Des traités numérotés traversent la prairie et la forêt comme de vieux fleuves, et chaque mine, barrage et route qui les ignore hérite d'un retard qu'aucun calendrier de projet ne peut combler. Là où les accords sont respectés et l'équité réelle, un camp peut se transformer en carrière et un programme de formation en un chemin vers le foyer. Là où la consultation se résume à une simple formalité, la confiance s'évapore et les salaires circulent d'un poste à l'autre dans le nord sans que les villes ne se construisent. Dans une province qui dépend de ses ressources naturelles, il ne s'agit pas d'un détail. C'est ce qui fait la différence entre les travailleurs migrants qui font la navette pour construire leur avenir ailleurs et les résidents qui ancrent leur famille là où ils sont nés. L'image que l'on se fait de la Saskatchewan, vue de l'extérieur, repose encore sur le cliché d'un endroit plat et froid où il n'y a rien à faire. Pourtant, la réalité n'est pas l'ennui, mais la logistique. Les soirées de hockey, les festivals de violon, les pow-wow et les rodéos continuent de remplir les calendriers. La culture est tenace dans les endroits qui ont appris à survivre aux intempéries. Ce qui épuise les ressources de la population, ce n'est pas le manque d'histoire, mais la distance entre ces histoires et les services qui les relient. Quand un service d'urgence ferme à minuit et que le suivant est à 12 heures de route dans la neige, la poésie cède le pas à l'arithmétique. Quand le dernier mécanicien d'une ville prend sa retraite et que le rendez-vous le plus proche est jeudi prochain en ville, la fidélité cède le pas aux contraintes horaires. Quand une famille a besoin d'une connexion Internet fiable pour les devoirs de son adolescent et que la seule option est une connexion satellite sur un toit exposé au vent, l'ambition s'efface devant la qualité du signal. Le logement semble faire exception. Les annonces en périphérie paraissent clémentes comparées à Toronto ou Vancouver, et sur le papier, une famille peut acquérir un espace impensable ailleurs. Le piège se révèle avec l'arrivée des premières gelées et les coûts mensuels. Les factures de chauffage explosent, les véhicules deviennent indispensables et se multiplient, les assurances s'adaptent au long trajet sur les routes hivernales et les taxes foncières doivent financer une infrastructure qui dessert une fraction des adresses des provinces plus densément peuplées. L'aubaine initiale se transforme en une pression budgétaire et la même famille qui pensait avoir échappé à la pression découvre une nouvelle forme de contrainte mesurée en kilomètres parcourus plutôt qu'en loyer. Les maisons bon marché ne peuvent masquer le prix d'une vie dispersée. À cela s'ajoutent les cycles de croissance et de stagnation des prix du pétrole, de la potasse et de l'uranium. Quand les prix s'envolent, les hôtels affichent complets, les PQPS s'alignent devant les motels des petites villes et tous les restaurants sont à court de tarte. Quand les marchés se retournent, les équipes disparaissent, les entrepreneurs se dispersent et les habitants se retrouvent avec des loyers plus élevés, un réseau d'eau potable vétuste et une assiette fiscale qui s'est simplement déplacée vers l'ouest. Les camps et les rotations déplacent les revenus sans nécessairement les investir. Une bonne année permet peut-être de rentabiliser un camion, elle permet rarement de construire une école. Il en résulte une population qui apprend à se méfier de la croissance, à épargner discrètement et à rester vigilante même lorsque les rayons des supermarchés sont bien remplis. Les services publics reflètent ces choix de manière immédiate pour les familles. Les commissions scolaires ferment les établissements peu fréquentés, ce qui allonge les trajets en bus jusqu'à ce que la nuit tombe sur les routes. Les régions sanitaires concentrent les spécialistes en ville, transformant des situations gérables en véritables casse-têtes logistiques. Les services de police s'étendent sur de vastes districts où le temps d'intervention dépend autant de la géographie que des effectifs. Rien de tout cela n'est malveillant, tout est prévisible dans un endroit où chaque kilomètre de service doit être financé par une poignée de personnes. Une province en forme de long couloir nous enseigne. Des leçons difficiles sur l'endroit où une infirmière, un mécanicien et un professeur de musique peuvent vivre à moins de 20 minutes l'un de l'autre. Les familles qui ont besoin de ce triangle finissent par s'installer à ses extrémités. Partie 3. Travail, salaire et arithmétique de la distance. Pour comprendre l'économie de la Saskatchewan, imaginez un camion céréalier au bord d'une longue route déserte. Le chauffeur charge la richesse d'un champ qui s'étend à perte de vue, puis passe le reste de sa journée à payer pour transporter cette richesse sur de longues distances. Voilà, en une image, la province. La richesse créée par l'espace est pénalisée par le coût de son transport.
Le blé, le canola, l'orge, les lentilles, les pois et le bétail ont acquis une renommée mondiale, mais tous ces produits sont hors de prix sur les marchés internationaux où les marges sont faibles et où les acheteurs sont indifférents à la distance entre une ferme et un port. Lorsqu'une année sèche réduit les rendements, que le prix du diesel grimpe ou que celui des engrais double, le filet de sécurité qui permet aux familles de subvenir à leurs besoins disparaît. La solution réside généralement dans l'échelle. Une ferme en devient deux en deviennent 4, les machines agricoles s'étendent, les logiciels cartographient chaque hectare et la masse salariale qui permettait autrefois de faire vivre un restaurant, une patinoire et une quincaillerie se réduit à une petite équipe qui répare davantage avec moins de personnel. La terre continue de produire, mais chaque gain d'efficacité réduit insidieusement la raison d'être des villes. Ce schéma se répète dans les industries lourdes qui semblent offrir une perspective d'évasion. La potasse repose sous le centre de la province comme une promesse rouge, et les mines autour de Saskatoon, Lanigan, Allan et Roconville extraient des millions de tonnes qui nourrissent les sols du monde entier. Pourtant, cette même ampleur qui rend la potasse si cruciale la rend aussi impitoyable en matière de réduction des coûts. L'automatisation diminue les effectifs par tonne. Des sous-traitants spécialisés travaillent par roulement de 2 semaines. Les achats se font dans des bureaux éloignés et les ingénieurs les mieux payés peuvent vivre dans des villes dotées d'écoles plus grandes et d'hivers plus courts. Les redevances financent les budgets, mais les salaires s'envolent. Un campement construit pour le transport du minerai n'est pas une ville conçue pour élever des enfants, et c'est dans cet écart entre ces deux réalités que les gens choisissent de rester ou de partir. Plus au nord, l'uranium du bassin d'Athabasca offre certains des salaires les plus élevés du secteur minier canadien. Cigar Lake et MC Arthur River ont permis à leurs habitants de rembourser leurs hypothèques et de financer les études universitaires de leurs étudiants. Pourtant, les emplois y arrivent et en repartent par avion. Ce système de rotation des travailleurs, aussi ingénieux soit-il, constitue une solution logistique efficace pour un paysage aride, mais une stratégie de développement urbain inefficace pour les mêmes raisons. Les travailleurs qui alternent 2 semaines de travail et 2 semaines de congé choisissent souvent de vivre près des meilleurs hôpitaux, des aéroports les plus performants, des commerces les plus fiables et des établissements scolaires les plus diversifiés. Cette attraction les pousse vers le sud ou hors province et non vers les tourbières. Si une mine s'arrête en raison d'une baisse du marché, le choc se répercute sur les pistes d'atterrissage du nord et les cuisines des hôtels qui n'ont jamais été assez grandes pour amortir les fluctuations. Le secteur pétrolier et gazier, le long de la frontière albertaine, connaît le même rythme d'expansion et de ralentissement à Lloydminster qu'Indersley et Estevan. Lors des pics d'activité, les camionnettes s'entassent sur les parkings des motels, les soudeurs travaillent d'arrache-pied et les cafés sont en rupture de stock 2 avant midi. Lorsque les prix baissent, les panneaux alloués se multiplient, les budgets municipaux subissent les conséquences de la dégradation rapide des routes et des réseaux d'eau, et les propriétaires qui ont augmenté les loyers pour les travailleurs saisonniers se retrouvent avec des mois de logements vacants. Les familles dont les projets reposent sur des horaires stables apprennent à se méfier de la croissance, et les jeunes qui ont vu leur ville doubler de population en 3 ans la voient diminuer de moitié en 1 an. Un endroit qui apprend à ses enfants à ne pas compter sur la prospérité est un endroit qui sème les graines de l'exode rural dans chaque salle de classe. Si l'agriculture et les ressources naturelles constituent l'épine dorsale de l'économie, la transformation devrait être le moteur qui fidélise la population, mais les pôles d'activité susceptibles de dynamiser les carrières restent ténus. Une usine de trituration de canola ou une chaîne de conditionnement de viande peuvent créer des dizaines, voire des centaines d'emplois, mais l'écosystème qui favorise les promotions et la spécialisation en milieu de carrière, fournisseurs, recherche et développement, centres de formation, entreprises auxiliaires demeure superficiel en dehors des 2 principales villes. Un mécanicien industriel peut trouver du travail, mais devra peut-être partir pour progresser. Un chercheur en sciences alimentaires peut débuter, mais aura peut-être besoin de Toronto ou de Calgary pour évoluer. Il en résulte une province qui forme bien les talents, puis les laisse partir vers des marchés du travail plus vastes, capables d'offrir une plus grande variété d'emplois sans nécessité de déménagement. Chaque diplôme délivré dans un petit centre risque de devenir un simple billet de sortie, car les perspectives d'emploi suivantes ne se trouvent pas sur place. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi tant de régions du Canada restent peu peuplées ou en apprendre davantage sur la géographie du pays, abonnez-vous ou cliquez sur « J'aime ». Tout cela serait gérable si les coûts fixes liés à la distance étaient faibles, mais le calcul des infrastructures dispersées est implacable. Une municipalité qui entretient des centaines de kilomètres de routes pour quelques milliers d'habitants doit financer le gravier, les niveleuses, les ponceaux, les ponts, le déneigement et le contrôle de la poussière avec une assiette fiscale équivalente à celle d'un seul quartier dans une province plus grande. Une seule averse peut engloutir les réserves d'une année.
Une seule fonte des neiges printanières peut transformer les transports en détours qui ajoutent des heures et des heures supplémentaires aux tâches habituelles. Lorsqu'une nouvelle usine de traitement des eaux est nécessaire, le prix semble raisonnable à première vue, mais il se répercute lourdement sur la facture mensuelle de chaque ménage. Le chauffage est indispensable en janvier, donc le gaz naturel, l'électricité et les réparations domiciliaires entraînent leur propre surcoût hivernal. Ce qui paraît abordable sur une annonce immobilière devient un gouffre financier pour une famille dès les premières gelées. La logistique ajoute une autre prime invisible que les gens ressentent plus qu'ils ne la voient. Lorsque les lignes ferroviaires principales sont congestionnées et que les lignes secondaires sont coupées, une semaine supplémentaire de retard dans le transport des céréales ou la réception des pièces détachées se répercute sur toute une saison. Les quincailleries constituent des stocks non seulement pour répondre à la demande, mais aussi pour se prémunir contre le risque de retard de train. Les produits d'épicerie arrivent contaminés par du diesel, imprégné dans les fruits et la farine. Les équipes de construction planifient leurs travaux en fonction des limites de charge à l'essieu et des risques de gel, puis paient des heures supplémentaires pour rattraper le retard pendant un été court. Les entreprises qui prospéreraient grâce à des délais de livraison courts dans les régions densément peuplées apprennent à gérer leur trésorerie en fonction du temps et de la distance. Certaines y parviennent, d'autres ferment discrètement. Des emplois disparaissent pour des raisons qui ne sont jamais affichées en façade. Le service numérique était censé uniformiser les distances, et dans une certaine mesure, il l'a fait, mais la bande passante ne réduit les distances que lorsqu'elle est à la fois rapide et abordable. Les axes routiers proches des autoroutes 1, 16 et 11 bénéficient de plus en plus d'une fibre optique performante, tandis que de nombreux hameaux continuent d'installer des antennes paraboliques sur les toits et de croiser les doigts pendant les blizzards. Une clinique peut communiquer avec un spécialiste par vidéoconférence, mais pas lorsque le signal est instable. Une école secondaire peut diffuser des cours en ligne, mais pas lorsque les limites de bande passante saturent un foyer dès la 3e semaine du mois. Le télétravail peut assurer un salaire, mais les employeurs qui exigent une connexion permanente filtrent discrètement les candidats selon leur code postal. Il en résulte une version atténuée du vieux problème des routes. Les services se concentrent là où la fiabilité est présente et se raréfient là où elle fait défaut, et les familles qui le peuvent s'installent pour plus de stabilité le font. Au niveau des ménages, la question se résume à une décision mensuelle. La vie que nous pouvons nous permettre ici, avec des routes à entretenir, des voitures à chauffer et des kilomètres à parcourir pour chaque service, est-elle préférable à celle que nous pourrions nous permettre là-bas, avec un loyer ou un prêt hypothécaire qui nous permet d'acquérir moins d'espace, mais un meilleur soutien? Le salaire médian est souvent inférieur à celui de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, mais les dépenses hivernales comblent rapidement cet écart. L'assurance couvre la grêle et les risques liés à la circulation. Posséder 2 véhicules est courant, car une panne peut vite devenir catastrophique. Les parents évaluent le trajet d'un autobus scolaire non pas en kilomètres, mais en lumière du jour perdu et en devoir. L'affirmation « Personne ne vit en Saskatchewan » occulte la réalité. Des centaines de milliers de personnes y vivent. Ce que ce texte saisit mal, c'est la pression constante qui pousse les personnes en situation précaire vers des endroits où la vie quotidienne demande moins d'efforts. Les petits commerçants ressentent cette pression en premier et en parlent en dernier. Un garagiste dans un village de 800 habitants ne peut pas acheter l'équipement de diagnostic coûteux nécessaire aux véhicules modernes et pratiquer des prix abordables. Un boulanger qui paie plus cher la farine, le transport et le chauffage doit vendre son pain plus cher qu'une grande surface en ville qui s'approvisionne par wagons entiers. Une pharmacie qui commande des médicaments vitaux constitue des stocks pour faire face aux fermetures hivernales sans savoir quand la route sera impraticable sous la neige. Pris individuellement, chaque choix est courageux. Collectivement, il limite ce qu'une communauté peut offrir pour retenir ses jeunes. Les parents ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas leurs voisins. Ils partent parce que, compte tenu des services disponibles, l'avenir est moins prometteur ici. Partie 4 Regina, Saskatoon est l'attraction qui vide la carte. Le centre de la Saskatchewan abrite 2 points d'ancrage qui empêchent la province de se perdre complètement dans les méandres du territoire. Regina et Saskatoon attirent les gens comme les grands lacs attirent le vent, le stabilisant, le modelant et en asséchant l'air. Une infirmière peut changer de service sans changer de ville, un soudeur peut changer d'atelier sans changer d'école, un nouvel arrivant peut trouver des cours de langue, des services de garde d'enfants et un service de bus adapté aux conditions météorologiques. La preuve même qu'une vie ordinaire peut être menée ici se concentre là où ces points d'ancrage sont les plus puissants. Le reste de la carte ressent cette attraction comme une lente érosion. Cette attraction n'est pas un hasard, c'est une réaction. Lorsque les urgences des petites villes perdent leurs services de nuit, les ambulances se dirigent vers les grands centres urbains. Lorsque les maternités ferment, les familles décident que leur prochain enfant devrait naître près d'une unité de soins intensifs néonatales.
Lorsqu'une école ne parvient pas à recruter un spécialiste en français ou en mathématiques, les parents considèrent que les trajets domicile-travail ne sont plus seulement une route, mais un risque. Chaque regroupement résout un problème de personnel et crée un problème d'habitat. Les villes deviennent des valeurs sûres, les campagnes se clairsemment, le cercle se resserre. Les gens ne désertent pas le réseau rural, ils se dirigent vers le seul endroit où les services essentiels se chevauchent encore. Les institutions publiques ont fait bien plus que ce que l'on imagine pour maintenir ce chevauchement. Les sociétés d'État ont déployé les lignes électriques, de gaz et téléphoniques à travers une province que le capital privé aurait jugée non rentable. Plus tard, elles ont installé la fibre optique dans des corridors qui n'auraient aucun sens sur un tableur. Les ministères ont intégré de petits hôpitaux à des systèmes régionaux pour éviter une dégradation de la qualité des soins. Les municipalités ont étalé leur budget de déneigement sur des hivers qui auraient ruiné des zones plus densément peuplées. Pourtant, les ressources sont limitées pour un gouvernement de la taille d'une ville moyenne qui gère un territoire plus vaste que la France. 1 kilomètre d'autoroute fissurée dans les prairies à la même longueur qu'ailleurs, mais représente une part bien plus importante de l'assiette fiscale. L'ambition est provinciale, les finances sont locales. La politique d'immigration révèle le même décalage d'échelle. Le programme des candidats des provinces peut orienter les travailleurs qualifiés là où ils sont nécessaires, et à Saskatoon et Regina, les résultats sont visibles dans chaque quartier. Les petits centres accueillent les nouveaux arrivants avec une réelle chaleur, mais leur rétention repose sur un ensemble de facteurs difficiles à réunir sur des marchés du travail restreints. Un emploi seul ne suffit pas lorsque les places en garderie sont rares, que les logements locatifs sont mal isolés et que le seul cours d'anglais langue seconde se tient 2 fois par semaine dans une salle empruntée. Les meilleures intentions s'effondrent face au premier hiver et à la recherche d'un second emploi. S'installer, ce n'est pas un bureau et un panneau de bienvenue, c'est un filet qu'il faut tisser suffisamment serré pour pouvoir se prémunir contre les imprévus. Les fractures sociales empruntent les mêmes couloirs que les transports de marchandises. Le nombre de lits en centre de désintoxication ne suit pas la demande. Les refuges conçus pour l'automne doivent faire face, dès janvier, à des nuits dignes des plans d'urgence. Les routes de la traite des personnes longent la transcanadienne et l'autoroute Yellowhead, transformant les motels en zones de conflit et les ruelles du centre-ville en sources d'avertissement chuchotées entre amis. Rien de tout cela n'est propre à la Saskatchewan. Tout y est moins clément, car le froid amplifie les échecs et l'éloignement allonge les délais d'intervention. Quand les gros titres qualifient une ville d'insécurité, une décennie d'efforts minutieux peut être anéantie en une saison, et les choix migratoires se tournent à nouveau vers des lieux plus grands, plus chauds ou tout simplement différents. Le tourisme offre un miroir flatteur, mais sans véritablement nourrir la réalité. Les collines cypresses, plus hautes que n'importe quel point entre les Rocheuses et le Labrador, s'élèvent en douces ondulations couvertes de pins tordus et de prairies soudaines. Le parc national des prairies brille sous une obscurité telle que la Voie lactée semble à portée de main. Les dunes de sable de l'Athabasca ondulent comme un mirage sur l'eau froide. Ce sont de véritables trésors qui attirent des visiteurs transformés. Puis, chacun rentre chez soi. La beauté saisonnière ne finance ni une station d'épuration ni un nouveau professeur de mathématiques pour les élèves de 6e. Une ville de carte postale n'est pas une stratégie de développement démographique viable lorsque la saison touristique est courte et la route d'accès longue. Si l'on veut redessiner la carte en fonction des personnes plutôt que des lignes, le premier levier n'est pas le romantisme, mais le béton. Transformer quelques axes stratégiques en véritables voies de circulation accessibles toute l'année aurait un impact bien plus important que le simple temps de trajet. Des surfaces fiables réduisent les retards des ambulances, limitent les travaux d'entretien liés au gel et diminuent le surcoût hivernal pour chaque livraison. Un pont qui ne ferme jamais n'est pas qu'une simple prouesse technique, c'est aussi ce qui permet à une boulangerie de garantir son ouverture chaque matin. Lorsque le coût de l'incertitude diminue, les petites entreprises cessent d'intégrer la peur dans leur prix, que ce soit pour chaque pain, chaque rendez-vous ou chaque facture. C'est ainsi qu'une rue commerçante peut rester ouverte après 20 heures. Le 12e levier consiste à privilégier la construction d'échelles plutôt que d'îlots. Une seule usine de transformation de canola est un début. Un réseau dense d'entreprises de transformation agricole, d'entretien d'équipement, d'emballage et d'analyse représente l'avenir. La progression de carrière en milieu de parcours repose sur des pôles d'excellence capables d'absorber les revers et de favoriser la circulation des talents. Les centres de formation doivent être situés à proximité des employeurs, avec des horaires adaptés, des programmes d'apprentissage et des transferts de crédit qui résistent à un changement de lieu de travail. Les subventions ponctuelles suscitent des inaugurations, les écosystèmes incitent à fonder une famille. Dans une province qui exporte des matières premières, la seule stratégie démographique durable consiste à concentrer davantage les activités de transformation, de conception et d'entretien sur son territoire.
Un troisième levier est résolument pragmatique, regrouper les services essentiels. Dans les villes cibles, il faut rénover les logements pour une meilleure rétention de la chaleur, améliorer la fiabilité des réseaux d'eau et d'égouts au niveau municipal et déployer la fibre optique, même en cas d'intempéries, le tout dans un seul et même ensemble, plutôt que par étapes, ce qui risque d'entraîner des échecs. Les ménages ne prennent pas leurs décisions sur la base de moyennes théoriques, ils se basent sur la pire semaine de l'année. Si le réfrigérateur reste froid, l'eau du robinet toujours disponible et le rendez-vous vidéo avec un spécialiste toujours maintenu, même la semaine la plus difficile devient supportable. C'est le juste milieu entre bon marché mais difficile et assez abordable pour rester. Rien de tout cela ne peut fonctionner à grande échelle sans un leadership autochtone impliqué, non pas comme simple spectateur, mais comme acteur. La participation au capital des projets, des règles d'approvisionnement qui renforcent les capacités des entreprises et des programmes de formation gérés dans le Nord transforment les rotations en résidences permanentes. Un partage des revenus prévisibles convertit l'extraction en un budget municipal et non en un simple fait divers. Les communautés qui ont parcouru les plus longues distances et affronté les hivers les plus rigoureux savent quels investissements échouent par moins 30 degrés Celsius. Leur gouvernance n'est pas un permis, c'est la feuille de route dont le reste de la province a besoin pour éviter de répéter des erreurs coûteuses.